Bonjour, bienvenue à cette journée autour de la bande dessinée, des adaptations littéraires. Euh, on va remercier effectivement l'Être du Monde de nous donner l'opportunité de recevoir autant de gens talentueux dans le domaine de la bande dessinée. C'est pas tous les jours. D'en recevoir, je veux dire. Vous allez pouvoir voir des autrices, des auteurs, des gens qui font du dessin, des gens qui traduisent de la bande dessinée, des gens qui l'écrivent aussi. Donc ça va être une journée qui est plutôt très très riche. Effectivement, ce que Cécile disait, c'est qu'elle a essayé d'équilibrer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que les intervenants que vous allez voir toute la journée, c'est des gens qui ont des univers graphiques différents ou des univers scénaristiques, peu importe. En tout cas, c'est des gens qui apportent quelque chose à part dans la bande dessinée. Pas que d'ailleurs dans le principe de l'adaptation, puisque même si c'est le sujet de la journée, vous allez voir on va aborder beaucoup d'autres choses en fait, parce que quels que soient les auteurs qui vont être présents, l'adaptation, c'est une partie de leur travail, c'est pas la totalité de leur travail. Et on va commencer ce matin avec Christian Caillot, n'est-ce pas? Bonjour. Voilà, Christian Caillot, qui est un auteur important dans la bande dessinée, puisqu'il a une carrière qui commence à être assez longue maintenant. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a travaillé avec des toutes petites structures éditoriales, qui avec des grosses structures éditoriales. On va peut-être parler du rapport qu'il peut entretenir avec ses éditeurs. Et puis c'est quelqu'un qui a commencé, dans un premier temps, à faire lui-même ses bandes dessinées, c'est-à-dire à les écrire, à les scénariser, à les dessiner. Ensuite, pour peut-être passer avec des gens qui lui ont donné des histoires à illustrer. Peut-être que là aussi, on pourra aborder ça. Pour ensuite, tout à la fin, peut-être adapter donc des romans. Donc c'est encore autre chose, bien évidemment. Donc ça fait trois panels un peu particuliers dans ta carrière. Mais peut-être que dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu, parce que tu as une particularité. Dans le monde de la bande dessinée, c'est vrai que par rapport au voyage, par rapport aux autres, c'est quelque chose qui te touche particulièrement, ça se sent dans tes albums, et c'est quelque chose qui effectivement est important pour toi. Donc peut-être que tu peux te présenter en expliquant pourquoi ce rapport au voyage est si important pour toi. Voilà. Ouais. Ouais, oh là, ouais. Voilà, oui. Et on n'a qu'une heure. Et on n'a qu'une heure, d'accord. Le rapport au voyage, je vais essayer quand même de faire un peu le lien avec le sujet qui nous occupe. Il se trouve que, comment je pourrais évoquer ça? Il y a eu une rencontre importante qui n'était pas au début de ma carrière, qui était, disons, un peu au milieu, qui a été avec Bernard Giraudot. Alors pour les moins de 35 ans, j'ai constaté que Bernard Giraudot, il y en a qui savent même plus forcément qui c'est. Là, Euh, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Ouais, ouais, voilà. Accessoirement, Bernard Giraudot était la belle gueule du cinéma français dans les années 70 et surtout 80, qui a fait des films importants, qui avait un regard bleu qui faisait chavirer toutes les femmes, faut bien dire ce qui est. Et qui, à la cinquantaine, en fait, un peu las du showbiz, s'est mis aussi à écrire. Il se trouve qu'il noircissait des carnets depuis toujours. Et puis qu'avant d'être un comédien célèbre, euh, en fait, il était mécanicien dans la marine quand il avait 17 ans. Et il a embarqué pour 2 tours du monde entre ses 17 et 20 ans. Et il a eu un rapport au voyage et au monde, à la découverte du monde et des autres, qui l'a toujours préoccupé. Donc un rapport à l'écriture, mais qui était très intime. Il remplissait des carnets. Et il a rencontré un jour, vers 50 ans, Anne-Marie Métellier, à qui il a fait lire ses notes et qui lui a dit il y a matière, il y a une très belle écriture, une espèce de poésie brute qui mérite d'être éditée. Donc ces notes qui dataient qui s'étalaient sur une vingtaine d'années et qui étaient en particulier une correspondance avec un ami handicapé à qui il avait promis de l'emmener un jour à Tahiti. Promesse qu'il n'a pas pu tenir, l'ami en question qui était tétraplégique et est mort avant qu'il puisse faire ce voyage. Mais toujours est-il que ça a donné un premier roman épistolaire qui s'appelle Le marin à l'ancre, et qui a été le début d'une seconde carrière de Bernard Giraudot, couronnée de succès d'ailleurs. Voilà.
puisqu'il a ensuite fait quelques romans qui ont été fort appréciés. Et c'est au moment où il a publié ce premier roman que lui et moi nous sommes rencontrés. C'était une démarche de ma part, parce que comme tu l'évoquais, j'avais fait avant une dizaine d'albums, un peu moins seul, au scénario, à l'écriture, et j'avais l'impression de commencer à m'écouter parler, de tourner un peu en boucle, et j'avais envie d'une rencontre humaine, mais aussi littéraire, parce que c'est une matière à laquelle je suis sensible et qui anime ma réflexion par rapport à mon écriture, qui est une écriture graphique. Mais plus qu'un lecteur de bande dessinée, je suis un lecteur de littérature, mais trop impressionné par le simple geste littéraire. J'ai trouvé ma voix et mon écriture en mêlant les mots et les images. Donc j'ai toujours eu un rapport sensible comme ça à l'écriture. Et la rencontre avec Bernard Giraudot était l'idée d'une rencontre humaine avant tout, et on s'est liés d'amitié très rapidement, et on a eu envie de travailler ensemble. J'essaye de retomber sur mes pattes, c'est un peu ma spécialité, j'attaque sur un truc et puis Donc je vais diverge un peu et dis c'est beaucoup. je vais te faire revenir dans Et, et voilà où je voulais en venir, c'est qu'avec Bernard a sillonné le monde, a beaucoup voyagé, et moi depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, en fait, je faisais pareil, mais en terrien. Et on s'est interrogé pourquoi on avait cette curiosité face au monde, cette envie de voyager. Pourquoi à 20 ans, ou à peine 20 ans, lui comme moi, à 20 ans d'écart, on était parti découvrir le monde. Et on s'est dit, on a constaté, on en est arrivé à la conclusion que c'était à cause des films et des livres. En fait, c'est le fantasme du monde. C'est à cause des Conrad, à cause des Melville, à cause de cette littérature-là qui, au moment de l'adolescence, explose la tête. Et Loti aussi, Pierre Loti. Alors ça, je peux en parler aussi parce que je suis allé pas mal en Afrique. J'ai vécu à Saint-Louis du Sénégal. Et cette lecture à l'adolescence du roman d'Aspaï en particulier, qui se passe à Saint-Louis du Sénégal, et un fantôme qui m'a poursuivi pendant longtemps et que je rêvais d'adapter, par exemple. Et puis bon, la vie a fait que c'est pas arrivé. Mais quand même, il y a peu de temps, il y a une universitaire spécialiste de Pierre Loti qui m'écrit, qui me dit: ah, il n'y a que vous qui pouvez dessiner Pierre Loti. Je veux faire une adaptation de Pierre Loti. Sauf que, mais ça on peut en parler aussi, c'est un autre sujet, ça me semble très compliqué d'adapter Pierre Loti aujourd'hui. C'est quand même un espèce de pédophile colonialiste, voilà, qui bon. Oui, mais ça c'est un détail. Non mais c'est aujourd'hui c'est compliqué. C'est quelque chose en plus que j'ai vécu, la France-Afrique, le monde postcolonial, le discours qui continue d'être. Enfin voilà, même s'il est avec tous les attributs du joli verbe et de l'imaginaire exotique, même moi, je suis convaincu aujourd'hui que c'est une parole compliquée à véhiculer. Mais pour le coup, tu pourrais peut-être aussi adapter quelque chose de critique envers le personnage, envers l'homme, et garder quand même la partie voyage ou autre. Pourquoi pas un ouvrage critique après tout? C'est plus une adaptation. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, ça serait plus la vie de Pierre Loti. Oui, mais il y a eu par exemple aussi une autre proposition qu'on m'a faite à un moment. D'ailleurs, pas par n'importe qui. Maintenant, il est plus largement connu, mais il y a une quinzaine d'années, Sylvain Vénère, l'historien, avait un projet. Il l'a fait d'ailleurs, je crois, avec un autre dessinateur. J'ai pas trop suivi ça, mais une dizaine d'années après, il l'a fait. Il voulait faire une adaptation, un gros pavé de, je sais plus, de 200 pages, de Moby Dick. Melville, que je vénère aussi. Sauf que son choix, c'était. Il y avait dans le récit un point de vue contemporain avec un vieux prof d'université et sa jeune étudiante, et ça jouait constamment entre
la représentation dessinée de Moby Dick, du roman, et un contrepoint régulier dans l'album pour donner les clés du récit. C'était une espèce, oui, d'explication de texte, voilà, entre la jeune étudiante qui s'interrogeait sur les significations du roman et le vieux professeur qui donnait des clés un peu ésotériques, les significations, etc., le rapport à la Bible et tout ça. Bon. Je me suis beaucoup interrogé parce que ce roman me fascine. Je trouvais la démarche intéressante, mais finalement j'ai refusé, je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça pas intéressant, finalement, de donner les clés de la littérature, du mystère de la littérature, de ce qu'elle provoque chez chacun des lecteurs. On se heurte, pour moi, et c'est un écueil, on pourra le développer, mais passer de la littérature à la représentation par l'image, c'est un exercice délicat parce qu'il ne faut pas figer les choses, il faut garder quelque chose de l'évocation que procure la littérature. Mais pourquoi dans ce cas-là ne pas adapter toi-même ce Moby Dick? C'est trop gros, trop fort, l'auteur est trop important, trop... Oui, et puis enfin bon, je sais pas, j'ai pas pensé plus que ça après parce que bon, les projets, les rencontres, la vie s'enchaîne. Un peu, voilà, on met un certain temps quand même à réaliser les albums. Voilà, c'est bien, j'arrive à dire des trucs quand même parce que je peux peut-être vous les montrer un peu. Ça défile depuis tout à l'heure en fait. J'allais te dire, fais passer tes images, mais effectivement ça défile un petit peu. On va revenir sur Bernard Giraudot. C'est donc une rencontre importante, ça c'est indéniable. Et en fait, c'est quoi? Tu connaissais déjà son œuvre en tant qu'écrivain, ou c'est le bonhomme qui t'a d'abord attiré? C'est assez drôle parce que je connaissais pas du tout son œuvre. Il avait tout juste publié son premier roman et j'étais même pas au courant en fait. En fait, c'est seulement ce rapport au voyage, à l'Afrique en particulier, à son film Les Caprices d'un fleuve qui m'avait un peu chaviré, qui se passe en large partie à Saint-Louis du Sénégal, donc que je connaissais bien. J'ai fait un album qui se passe là-bas. Et en fait, j'ai mis simplement quelques-uns de mes bouquins dans une enveloppe que je lui ai envoyée. Et il m'a répondu 15 jours après pour qu'on se rencontre. Et il m'a dit, mais dans mon bouquin, il y a des trucs, il y a de la matière qui pourrait nous servir. Et là, il a vu ma tête et il a compris que j'avais pas lu son bouquin, en fait. Donc ça l'a fait plutôt rire. Et c'est vrai que c'est dans ce premier roman, enfin ce livre que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a puisé la matière, l'histoire d'un jeune homme. Alors bon, on peut peut-être du coup... Ça marche pas du tout. Ça bouge pas. Hein. Ah, si. Là, c'est en train de bouger. Enfin, sur l'écran, c'est en train de bouger. Chez moi, mais pas là. Voilà, on y est. C'est le premier bouquin qu'on a fait ensemble, donc c'est l'histoire. C'est le même bouquin, sauf qu'il a d'abord été publié chez Casterman. Et puis après, comme le deuxième a été chez Dupuis, Dupuis a récupéré, donc c'est le même avec les deux couvertures différentes. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un peu le double de Bernard Giraudot et qui embarque sur le fameux porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, qui était le navire école de la marine française et qui faisait à l'époque, fin des années 60, qui partait pour 6 mois faire un tour du monde complet. Maintenant, il fait enfin, c'est plus le même bateau, mais qui fait soit l'Est, soit l'Ouest. Et c'est un récit un peu d'apprentissage sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, voilà, se servir de l'allégorie de la découverte du monde comme la découverte de soi-même. Voilà. Allô. Ah voilà. Je vais faire un saut dans le futur. Si on lit quelques interviews que tu as pu faire sur le Simenon, par exemple, tu parles à un moment de la possibilité que tu avais avec le dessin de dessiner et de faire ressentir les machines, la froideur du métal, la graisse, etc., des engins ou autres. Et c'est vrai que quand on lit les quelques livres que tu as pu faire, en tout cas sur
tant que tel. C'est quelque chose qui se ressent. Tu en avais déjà conscience à ça? Est-ce que la possibilité que Bernard Giraudot t'offre d'illustrer un récit sur les bateaux, ça te permet effectivement de parler des bateaux? Est-ce que tu en as déjà conscience à cette époque-là? Non, pas vraiment, parce que c'est pas ma préoccupation. Il y a d'autres. Bon, c'est pas une adaptation littéraire, puisque on a travaillé ensemble, vraiment. J'allais chez lui pendant une semaine et on était à la même table et on jetait des idées, moi avec des petits croquis, un petit storyboard, et lui. Jetait des dialogues sur des post-it. Enfin, on a construit le récit vraiment ensemble. Donc, c'est pas vraiment une adaptation. Finalement, j'en ai fait qu'une, qui est effectivement le dernier bouquin paru, qui est Le Passager du Polarlis, une adaptation de Simenon. Et encore, bon, l'adaptation est avec José-Louis Bocquet. C'est lui qui a reconstruit le récit, même si on a travaillé beaucoup ensemble. Mais il y a aussi, tu peux peut-être le montrer. Enfin, je sais pas. Ça, c'est le deuxième avec Giraudot. Voilà. Et ça, voilà, je voulais parler de celui-ci qui est Gramercy Park avec Timothée de Fombelle, donc un autre écrivain, même s'il est une star de la littérature jeunesse. Mais là, j'ai une anecdote intéressante que je pourrais raconter aussi un peu après. Enfin non, je peux la raconter maintenant. C'est pas vraiment une adaptation, puisque Timothée de Fombelle se retrouve à New York, cette fameuse année, j'ai oublié laquelle c'est, où il y a eu une panne d'électricité générale dans New York pendant 24 heures. L'aéroport était fermé, alors il était parti là-bas faire des rencontres à l'Alliance française de New York, et il devait prendre un avion le soir. L'aéroport est fermé, il n'a plus d'hôtel, il se retrouve dans New York et il a des heures et des heures à tuer dans New York plongé dans le noir. Et c'était surréaliste. Il se promène dans New York. Il arrive à ce Gramercy Park, un parc privé qui existe vraiment à New York, qui est fermé par des grilles. Et c'est les voisins, c'est les immeubles autour, les gardiens des immeubles autour qui ont la clé. Donc et il y avait le ciel étoilé au-dessus. Donc il se retrouve un peu dans cette ambiance surréaliste de New York. Et lui vient cette idée de deux personnages qui, au-dessus de ce Gramercy Park, vont s'observer. Timothée de Fombelle est écrivain. Et il commence à jeter des idées, il commence à écrire cette histoire, et il se dit, en littérature, je ne peux pas comment raconter ces silences, ces regards qui vont d'un immeuble à l'autre, d'une terrasse à l'autre. Et il se dit, mais en fait, c'est soit un film, soit une bande dessinée. Donc il écrit son truc. Un film, il y avait déjà Fenêtre sur cour, donc... Oui, en quelque sorte, mais donc, là, il se passait beaucoup moins de choses. Et il disait, si j'écris ces silences, ça n'en est plus. C'est plus des silences, puisqu'il y a des mots, il y a des descriptions. Alors que je voudrais des gens qui s'observent. Comment raconter ça? Il se dit, c'est une bande dessinée. Donc il revient chez Gallimard, il dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. J'ai écrit un nouveau bouquin. Chez Gallimard, ils sont tout contents. Mais c'est une bande dessinée. Mais, c'était la mauvaise nouvelle. Et il ne connaissait pas particulièrement de dessinateur. Donc Gallimard me contacte. Et c'était génial parce que effectivement, tout le scénario, enfin, j'allais dire adaptation, c'était pas adaptation. Là, le scénario s'y prêtait. Mais il y avait toute la matière qui justifiait une bande dessinée. Et ça, c'est ma préoccupation constante. C'est pourquoi la bande dessinée, comment peut-elle servir au mieux la langue écrite? Moi, juste prendre la matière de l'histoire et l'illustrer, si c'est ça une adaptation littéraire, ça ne m'intéresse pas. On peut en parler un peu à propos de Simenon. Justement, on en revient à l'évocation des matières, des silences et tout ça. C'est la réflexion permanente que j'ai, c'est comment servir au mieux le verbe initial et se servir justement des silences, à un moment évoquer les matières, évoquer les émotions, être en quête des sensations vécues à la lecture, mais si c'est juste pour illustrer,
avec la pauvreté, quand même, on peut le dire, des dialogues de la bande dessinée, en perdant l'écriture romanesque, initiale, pour moi, ça n'a aucun intérêt, je Oui, pense. mais pour le coup, quand tu adaptes tes propres histoires, celles que tu écris toi-même, j'imagine que tu as certainement des images de ce que cela pourrait représenter, mais le fait d'adapter le texte de quelqu'un d'autre, lui peut-être a déjà des images, c'est pas forcément les mêmes, donc le travail il est différent. Et alors sur un roman, c'est encore autre chose, bien évidemment. Oui, mais il y a par exemple la préoccupation constante. Alors, c'est venu naturellement avec Giraudot, puisqu'il était là avec moi pour poser des mots. Mais est-ce que, voilà, c'est là, par exemple, moi, je tenais absolument à ce qu'on garde la langue Mhm. écrite de Giraudot, cette espèce de poésie brute, comme je disais tout à l'heure. Il a, pour moi, une très belle écriture. Donc, il y a plein de moments où il y a l'écriture, vraiment, Mhm. de, du romancier, de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui prend le pas sur l'autre. L'écriture prend pas le pas sur le dessin et inversement. Mais Enfin, en non, tout cas pour toi, c'est... moi je me mets vraiment dans une attitude de servir le verbe. Parce qu'on part d'une matière écrite, littéraire, et il ne faut pas la perdre. Si c'est juste pour l'histoire, des bonnes histoires, il y en a plein, enfin tout a été raconté déjà. Qu'est-ce qui en fait la différence? C'est l'écriture, c'est le verbe particulier de chaque auteur. Et ça, pour moi, le perdre, ça n'a aucun intérêt. Je pense que cette multiplication des adaptations littéraires, soi-disant Victor Hugo ou Proust, comment tu mets Proust en bande dessinée, quoi? On pourrait faire une journée entière sur ça. Ouais, bah Ouais. oui. Pour moi, On pourrait rire une journée c'est entière. une construction commerciale et éditoriale pour vendre du papier, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Je pense que ça peut plaire aux bibliothécaires, aux Oh, médiathécaires, ça c'est moche, ce que tu voilà. viens de dire. Mais pour moi, l'idée de dire c'est une porte d'entrée vers la littérature, ça va donner envie de lire, que Non, mais dalle. C'est juste de la mauvaise bande Mais alors, dessinée pour pour le coup, moi. c'est un excellent C'est pas de la exemple. bande Non, dessinée. c'est clair. C'est un excellent exemple parce que pour le coup, on ne peut pas adapter mot à mot, ligne à ligne, et que c'est pas possible. Donc, même si tu Mais non. tiens à garder l'essence même de l'écriture de l'auteur, en l'occurrence de Bernard Giraudot, tu es obligé à un moment d'adapter, de trahir peut-être un peu, de Ah faire bah ta oui, sauce pour que eh ça ben soit oui, de la bande dessinée. ouais, bah, bien sûr. Bah, c'est seulement à ce moment-là que ça a de l'intérêt, moi je Ouais. trouve. C'est garder, enfin à la lecture, en lisant Le Passager du Polaris, ça déclenche des images, des émotions, des impressions, du ressenti, et je m'en voudrais de tout figer déjà par une représentation hyper réaliste qui ne ferait qu'illustrer les propos de l'histoire. Mais je vais essayer. Alors là, on voit pas tout. Peut-être peut feuilleter un peu. Il y a des moments où je vais me servir, par exemple. Alors ça tombe bien, j'ai un peu l'expérience vécue de la chose. Merci. Je vais me servir de la forme elle-même de la bande dessinée. Alors, il faut que je trouve un exemple rapidos. Oh, je vais me servir des coursives étroites du bateau, des échappées, donc des échelles dans le bateau, de la salle des machines, dans des petites cases, à un moment où il y a un sentiment d'oppression, de tension, d'action, des choses qui se passent, des événements qui se succèdent. Et puis il y a d'autres moments où je vais être, parce que ça se passe dans les fjords brumeux du Grand Nord. Attends, c'est pas facile de tourner. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On pourrait tout montrer. Tout montrer. Ah, vous pourrez le regarder après tranquillement aussi. Je cherche. Bon, il y a des moments, c'est pas la plus flagrante, il y en a d'autres. Mais des moments où je vais par contre être dans des grandes cases avec les fjords, les brumes, la navigation pour évoquer le temps qui passe, pour se passer des mots et en espérant, je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne, mais qu'il y a un ressenti du lecteur qui soit proche de celui du moment de la lecture du roman. Voilà. Moi, je ne veux que servir au mieux le verbe de Simenon à ce moment-là. L'histoire en elle-même, surtout, Simenon quand même, hein,
il écrivait ses romans en 10 jours sans se relire. Hein. Donc il y a des trucs, bon, faut remettre Ça veut dire quoi? il faut remettre dedans. Bah, ça veut dire, par exemple, il y a une dizaine de pages au début qui se passent à Montparnasse. Voilà, qui quitte Montparnasse. Montparnasse dans les années 30, voilà, les années folles un peu. Et bon, vu que c'est au début, je peux le dire. À la fin, il faut un mort. Hein. Donc là, c'est une morte en l'occurrence. Hein. C'est Simenon quand même. On est dans le polar. Il y a une morte. Et boum, on tourne la page, on est dans le port de Hambourg. Il se trouve que cette partie à Montparnasse, c'est au milieu du roman. Ouais, c'est pas du tout sa place dans le roman. Oui. Ah ouais, c'est le capitaine allemand du bateau qui tombe sur un journal français. Et c'est un article dans le journal en français qui dure 15 pages dans le roman, en plein milieu. Tu te dis, ouais, bon. On pourrait faire autrement. Il ne savait pas comment faire son explication. Donc, on l'a mis au début, après moult discussions avec José-Louis Bocquet, en se disant, tac, on pose un mystère, plein de questions, et puis surtout, parce que dans une bande dessinée, on met quand même beaucoup moins de choses que dans un roman, on peut mettre beaucoup moins de mots, on garde le départ de Hambourg, et toute la navigation vers le cercle polaire va être non seulement l'avancement de l'histoire, mais aussi l'accomplissement des destins, et voilà, qui va révéler accessoirement les nœuds de l'affaire, mais surtout qui va révéler les personnages, parce que c'est la littérature de Simenon. L'histoire, elle est un peu accessoire, lui, hein, c'est les basculements des destins, des gens. Ah bon. Oui. Ouais. J'adapte servilement, ça sera forcément inférieur, parce que j'aurai pas les mots. Mais est-ce que l'intérêt que ça a, c'est que quand vous adaptez, c'est votre regard à vous, votre langage graphique à vous, donc ça devient aussi un peu votre œuvre. C'est plus seulement l'œuvre de l'écrivain, c'est une recréation quelque part. Merci. Ah c'est oui, une recréation de l'œuvre, et du coup, c'est ça l'intérêt, me semble-t-il, d'adapter une œuvre. Que vous le vouliez ou non, vous faites œuvre vous aussi. Et c'est ça qui nous intéresse aussi en tant que lecteur. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette ambition-là. Faut être prêt à l'assumer, à dire, je vais créer quelque chose de différent. Ce sera forcément pas fidèle. Et me semble-t-il, oui, il faut faire des choix. Contrairement à l'adaptation de Proust, qui est une catastrophe, moi je l'ai acheté, mais c'est parce qu'on me l'a demandé, mais c'est une catastrophe. Hein. Bon, désolé pour ceux qui l'aiment, mais je suis tout à fait d'accord. Par contre, voilà, quand on lit vos adaptations en vous, on sent que c'est Christian Caillot, et c'est ça qui est intéressant. Même si vous essayez de vous effacer, vous essayez de rendre hommage à l'œuvre, j'allais dire presque forcément, malgré vous, c'est votre talent à vous, ça devient aussi votre œuvre. Et me semble-t-il, c'est ça qui est intéressant dans l'adaptation de... Je crois que c'est d'ailleurs principalement ce que les gens recherchent, c'est-à-dire la vision d'un autre artiste sur l'œuvre de quelqu'un. Pour le coup, c'est vraiment ça qui est important. Oui, c'est pour ça qu'en tant qu'auteur, faut l'assumer, le revendiquer, mais c'est un vrai travail de réflexion. Et malgré tout, je continue à penser, parce que quoi que je fasse, de toute façon, je mets de moi, mais surtout ne pas perdre le verbe, la particularité de l'écriture initiale. Pas prendre juste la matière de l'histoire, quoi. Alors, pour le coup, on va en parler 2 minutes parce que c'est important. J'imagine que les contraintes, quand on travaille par exemple sur un personnage comme Black et Mortimer, là pour le coup, les contraintes, il doit y avoir une charte graphique, une charte, etc., etc. Là, on est encore, ça doit être très très difficile pour le coup. La marge de manœuvre et de liberté, elle doit être assez réduite. Pour le coup, ça reste effectivement. Il y a quoi de Christian Caillot ? Quelle est la part de liberté que tu as pu avoir sur une reprise de personnages aussi importante que ça ? Ça n'a aucun intérêt, ça. Non, mais non, mais non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est pas ça. C'est un pur exercice graphique. Mais c'est un exercice de style aussi, et c'est intéressant. Il y a une machine économique, on sait le succès éditorial qu'ont les reprises de Black et Mortimer ou ça, là. C'est scénarisé, validé, le scénario, il est... Oui, la marge de manœuvre est infime. Pas, surtout quand c'est des Jean Van Damme ou Jean Dufaux. Bon,
Le scénario a été validé par Dargaud, on n'y touche pas une virgule. Et il y a une période référence de Jacobs, de Black et Mortimer, puisque son trait a évolué, son style a évolué. Là, on est vraiment sur une période particulière, très ligne claire. C'est la marque jaune et le secret, le mystère de la Grande Pyramide. Voilà, c'est cette période-là. Et c'est un pur exercice de dessinateur. Moi que j'ai adoré faire, qui était rigolo à faire. Mais on met le cerveau en panne. Parce que pour le coup, imaginons, j'imagine bien évidemment que quel que soit le livre, il doit y avoir des recherches autour des décors, des bâtiments, des choses comme ça. Là, il n'y a pas beaucoup de recherches à faire. J'imagine que ce que tu as pu faire pour, par exemple, l'adaptation de Simenon, c'est très très différent. Oui. Même, la représentation réaliste m'intéresse pas beaucoup. Je suis en quête... effectivement de ressenti, et je me dis justement par rapport à la matière littéraire qui est à la base, un dessin hyper réaliste, de toute façon je suis pas capable, m'intéresse pas de toute façon, mais évoquer les odeurs de cambouis, de la graisse des machines, du froid, des fjords, c'est plus ça ma quête, où l'attitude des personnages, le gros vêtement, le gros manteau de cuir d'hiver des marins qui pèsent sur leurs épaules, ou la jeune femme avec la robe fluide de ces années-là, est en quête de représentation comme ça. Le bateau, en l'occurrence, le Polarlis, a réellement existé. Il existe toujours d'ailleurs, il fait le même trajet, c'est plus le même navire, mais le nom passe c'est le 3e maintenant, Polarlis. Et c'est un voyage qu'ont réellement fait Georges Simenon avec Tigy, son épouse de l'époque, puisqu'il avait fait construire un petit voilier à Fécamp qui prenait l'eau une fois arrivé à Hambourg. Donc on leur a dit non, je serai vous, j'irai pas plus loin avec ce bateau-là. Donc ils ont embarqué à bord du Polarlis et ils ont réellement fait ce voyage. Les protagonistes de l'histoire sont inspirés par des gens qu'ils ont réellement croisés pendant ce voyage. C'est son premier roman dur à Simenon, qui a été publié d'abord en feuilleton. Et puis c'est au moment où il publie son premier Maigret qui tout de suite a un énorme succès. Et Fayard lui dit mais faites aussi, profitons du succès de Maigret et faites de la vraie littérature, parce qu'il n'a jamais considéré... c'est pour ça que ça s'appelle les romans durs, hein, c'est pas parce que c'est des romans noirs et sombres, voilà, c'est parce que c'est Simenon lui-même qui le disait, c'était des romans durs à écrire. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 10 jours, il mettait 15. Bon. Ce qui est génial avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, à l'initiative de cette adaptation et des quelques-unes qui vont suivre, c'est une initiative de John Simenon, son fils, donc, il s'appelle John puisqu'il est né aux États-Unis de deuxième épouse, les années américaines de Simenon. Et c'est John Simenon lui-même qui a contacté Dargaud en disant, pour faire court, que son père n'avait jamais été hostile à l'idée d'adaptation. Hein. Dès le premier Maigret, il est immédiatement adapté au cinéma par Renoir. Ensuite, il y aura Clouzot, il y aura d'autres. 600 heures de télévision, 70 films, des pièces radiophoniques, des pièces de théâtre. Il reçoit encore 2 demandes d'adaptation par mois, John Simenon, puisque c'est lui, depuis qu'il est à la retraite, qui gère les droits Simenon. Et il dit, mon père n'a pas pensé à la bande dessinée, parce qu'à son époque, la bande dessinée n'avait pas la maturité encore, elle n'avait pas exploré tous les domaines justement de la littérature, du reportage, enfin la richesse qu'on connaît aujourd'hui de la bande dessinée. Et il dit, je suis persuadé que si c'est bien fait, mon père aura été ravi de cette démarche, de cette adaptation en bande dessinée. Et ça a été bien fait pour lui? Il est content du résultat? Il est content, mon humilité en souffre. Il est très content. Oui, tout à fait. C'est très bien parce que ça va nous permettre de parler de la manière dont tu travailles. Donc si on comprend bien, avec Bernard Giraudot, il y a un échange
on part sur une matière et on échange écriture, dessin, etc. Si on prend par exemple José-Louis Bocquet, à la différence, il y a déjà une matière de livre, donc il y a quand même une trame importante bien évidemment à suivre. Il y a quelqu'un qui va l'adapter, et toi tu interviens comment à ce moment-là? C'est-à-dire, j'imagine que c'est pas aussi libre qu'avec Bernard Giraudot, puisqu'il y a quand même déjà la matière écrite dans le bouquin. Oui, enfin en même temps, José-Louis Bocquet, on est amis, je le connais depuis longtemps. Il me donne en fait, il m'a donné un scénario qui n'est pas découpé case par case. C'est une suite continue de dialogues, de situations avec des brèves descriptions du contexte. Mais c'est moi qui fais toute la mise en scène, toute la mise en page. Et il y a un échange permanent. Je dis à ce moment-là, je vais faire une grande double page avec seulement 2 cases ou une case. Et on va faire silence, parce que je pense qu'à ce moment-là, les mots sont inutiles, on en discute, oui, non, d'accord. C'est un échange permanent, mais lui a fait tout ce travail important au début, d'élagage, parce que, comme je disais, on va mettre beaucoup moins de matière verbale dans une bande dessinée que dans le roman, forcément. Toutes les descriptions ne servent plus à rien, on ne va pas être redondant, on va laisser l'image parler. Et laisser de la place au lecteur, c'est l'idée de la bande dessinée, de laisser toujours une implication du lecteur dans la narration. C'est le goût qu'on aura à revenir à une bande dessinée, à prendre le temps de la découvrir. Et c'est là où je fais la différence entre de l'illustration simplement du texte, et puis une quête de plus d'évocation, d'émotion, et d'être dans une vraie création effectivement littéraire qui va se faire avec l'apport du dessin, en essayant de ne pas réduire l'imaginaire et les émotions, le ressenti. Alors justement, c'est merveilleux le pont que tu me permets de faire, l'illustration. Il y a encore une autre, il y a encore quelque chose de différent dans ton œuvre. Tu parlais de synthétiser. Donc effectivement, José-Louis Bocquet a dû synthétiser le roman de Simenon pour l'adapter, qu'il soit adaptable en bande dessinée. On te demande d'illustrer, non pas de faire une bande dessinée, mais d'illustrer le roman En attendant Bojangles. Comment, pour le coup, ça se passe? C'est toi qui as décidé des illustrations qui sont dedans? On t'a demandé d'illustrer tel passage? Là aussi, comment tu as synthétisé, pour le coup, le récit que tu devais illustrer en quelques images, simplement? Alors, il y en a même un deuxième qui est plus récent. Oui. Qui est Les Dimanches de Jean Désert, Mais oui. Jean de la ville de Miremont. Amine Mauriac, mort, unique bouquin, et par quelques poésies. Nom d'une des annexes de bibliothèque de Bordeaux. Comment? Nom d'une des annexes oui, des bibliothèques vrai, de Bordeaux. Ouais, tout à fait. Et qui, voilà, après cet unique roman, s'est empressé d'aller mourir dans les tranchées de la Marne. Voilà. Mais qui est un super bouquin. Et j'en prépare. Alors ça, c'est... oui, là, je suis complètement libre. Les éditions Finitude avec Thierry et Emmanuel Boiset sont des amis, des gens qui sont devenus des amis. Alors ça, c'est un pur plaisir de bibliophile égoïste. Voilà. On fait ça, on fait ces jolis objets juste pour le plaisir. Je ressens un plaisir infini à le faire. Pourtant, en tant que lecteur, j'aime pas trop les romans illustrés, parce que ça fige un peu l'imaginaire quand même. Mais moi, en tant qu'auteur, j'adore cet exercice. Et simplement, il y a une petite discussion au début. On estime combien d'illustrations on va faire par rapport au coût de fabrication et de vente du bouquin. Un peu, voilà, quelques préoccupations matérielles pour pas faire un truc mais indispensable. Indispensable. Voilà, c'est la chaîne du livre, l'économie du livre, c'est normal. Mais après, je suis complètement libre de faire un peu tout ce que je veux. Et ça, c'est un pur plaisir. Je dois en faire un nouveau qui est génial aussi. C'est Hôtel du Nord de Raymond Radiguet, qui, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'est pas comme le film. Moi, j'ai découvert ça. C'est Finitude qui me l'a fait découvrir, mais qui est une galerie de portraits, un témoignage de l'époque à Paris, là, les années 20 ou 30, je ne sais même plus. Mais qui est génial, qui est léger, grave et
Enfin, voilà, c'est ce que je prépare aussi. Et alors, pour le coup, l'imagerie visuelle de ces titres-là, c'est très important. Tu vas utiliser cette imagerie que tu connais déjà ou tu vas faire quelque chose de radicalement différent? Non, non, je vais. Moi, c'est une période et des représentations que j'affectionne, les années 30 à 50. Moi, je suis un peu vieillot dans ma tête, rétro vintage. Les hommes avaient des beaux costumes, les femmes des jolies robes. Et puis, et de l'admiration pour des illustrateurs comme Gus Boffa, par exemple. Gus Donc, Boffa, je me prends un peu pour lui des fois. Je me fais plaisir. Mais c'est par amour des jolis objets livres, des textes et puis des images. Voilà. Que dire de plus? Là, on est plein dans l'adaptation, on est dans le pur plaisir d'illustrateur, quoi. Voilà. Ça tourne, ça tourne. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que l'on continue? Non? Ah. Oui, alors je me dis là, par rapport à tout ce que vous avez dit avant, pourquoi l'illustration alors, puisque le texte de ces auteurs se suffisent bon, à part le pur objet livre, ce que vous dites, voilà, pourquoi cette illustration sur ces textes? Non, mais je confirme, un pur plaisir égoïste de bibliophile et d'éditeur. Hein, Ce qui est déjà pas mal. C'est faire des jolis objets, se faire plaisir. Je sais pas, moi, visiblement, il y a des gens qui apprécient ces livres-là avec des petits dessins dedans. Bon, ça existe depuis toujours. Hein, il y a eu Exactement. Voilà, il y a eu non, franchement, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. D'autres questions? Les textes sont bien. Les textes sont pas mal, ouais. D'autres questions? Joli papier, belle main, comme on dit, des jolis livres. Bien, plaisant Oui. à faire. Non, pas de questions? Non, c'est bon. Alors on continue alors dans ces cas-là. Qu'est-ce qui a été pour le coup le plus dur pour toi à faire? Adapter peut-être Bernard Giraudot avec qui tu as une relation amicale forte, ou Simenon, qui est certes un monstre de la littérature, mais qu'au bout du compte tu connais pas et c'est pas très très grave. Est-ce que le sentiment de peut-être trahir le récit, est-ce qu'il a été plus fort avec Bernard Giraudot ou moins fort, plus fort, peu importe? En tout cas, j'imagine que ça n'a pas été le même travail. Non, pas du tout. Pas du tout le même travail, mais c'est pas un problème. Justement, à partir du moment où on assume, on revendique une création, effectivement, avec le risque que ça serve le texte initial ou pas, que ça plaise ou pas. Bon, on prend le risque. Le mystère reste entier. Ça a été effectivement complètement différent avec Giraudot, de Fontbelle ou là Simenon, puisque l'un était vivant à côté de moi et on créait au fur et à mesure. Donc c'était c'était pas vraiment une adaptation du coup, c'était une création ensemble, mais avec la préoccupation de garder son écriture, comme je disais. Avec Timothée de Fontbelle, c'était mettre, en ayant bien compris l'ambiance, la volonté initiale du récit, c'était servir au mieux ces silences, cette ambiance. Là, son écriture était là puisqu'il l'avait écrite déjà comme pour une bande dessinée. Donc, la dimension littéraire était là dans les dialogues ou les courts textes off, comme on dit, qui étaient dedans. Donc, c'était servir au mieux ses intentions. Et puis, pour Simenon, il se trouve que je connaissais, moi, très mal l'œuvre de Simenon, comme un certain nombre, à cause de, et ça c'est assez particulier à la France, on a un problème avec Simenon, c'est qu'il y a la représentation de Maigret, et en particulier à la télévision, qui est l'image d'une France un peu empesée des années 50, un peu grise, avec Bobonne à la maison qui prépare la soupe quand il rentre, tout ça, enfin bon. Or, moi je découvre, alors pour ceux qui le connaissent, les 220 romans durs de Simenon, c'est effectivement une autre dimension, hein, 70 Maigret et 220 romans durs.
il y a des bouquins extraordinaires. Et moi, ça a été la découverte d'un écrivain majeur. J'étais scié. Sujet, verbe, complément, des phrases courtes, et il gratte et il touche l'humain tout de suite. C'est d'une force, je trouve, son écriture, qui est d'une simplicité, d'une efficacité et d'une poésie en même temps, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le basculement des destins, des figures de femmes malmenées, des choses. Il a écrit, en fait, sa comédie humaine du XXe siècle, je trouve, Simenon. C'est assez extraordinaire. Donc, mettre le doigt là-dedans, bon, maintenant j'en lis, mais bon, le plus possible, mais 220 bouquins, il y a de quoi faire. Avant ça, il avait quand même écrit plus de 200 textes pas terribles sous 27 pseudos pour apprendre son métier. Vraiment, la matière que Simenon, c'est énorme. Mais comme je connaissais pas bien, j'étais assez libre, léger par rapport à ça. Il ne faut pas se mettre, effectivement, il ne faut pas se dire qu'on s'attaque à un monument national. Il faut le prendre pour soi. Et puis, avec le concours de José-Louis Bocquet, voilà, on y va, avec humilité, mais en même temps, l'envie de créer un objet particulier, que la rencontre des trois, Simenon, Bocquet, Caillot, crée un objet particulier, fidèle, dans l'esprit au moins, et où on va, comme toujours, là aussi, parce qu'on y a veillé, ça nous semblait indispensable, l'écriture même de Simenon est dans le bouquin. Tout le long du roman, de l'album, il y a des cartouches, il y a du texte off avec les mots même de Simenon, l'écriture même de Simenon, et on découvre à la toute fin qui est cette voix off. Et ça prend tout son sens. J'imagine donc qu'il n'aurait pas été question pour toi, je mets des guillemets, de moderniser le bouquin, c'est-à-dire le transposer dans une époque différente, garder la base du scénario, garder la base de l'intrigue, mais le moderniser complètement, le faire, je sais pas moi, en 2020 par exemple, et de transposer tout ça. Ça n'aurait pas été possible en fait. Non, non, parce qu'on en revient toujours au même problème. Les téléphones portables, ils sont où? Internet est où? Ben oui, c'est des problèmes, des histoires dans les années 80, allez. Voilà. Ben pourquoi faire à ce moment-là, dans les années 80? Mais ce qui est marrant, c'est les adaptations avec, j'allais dire Pierre Richard encore, Jean Richard de Maigret. Jean Richard se passait à l'époque où ça a été filmé dans les années 70. Et d'ailleurs, c'est une magnifique chronique des années 70, puisque tout était filmé en décor naturel, avec les gens dans la rue. Enfin, il y avait peu de moyens, alors que la série des Maigret avec Kremer, elle se passe dans les années 50 et un peu rétro. Mais dans les années 70, ça allait encore. Bon, il n'y avait pas les problèmes technologiques qu'on a aujourd'hui. Non, et puis là, avec la bande dessinée, c'est ça qui est génial, c'est que nous, on a une économie de moyens. Enfin bon, ça va, pas de problème avec une reconstitution, hein, ça coûte pas plus cher que de dessiner à l'heure actuelle. De toute façon, en plus, c'est comme les costumes et les robes, je ne sais même pas dessiner les voitures modernes, en plus. Ça tombe bien, donc, effectivement. Ouais. Il y a des auteurs que enfin, là, visiblement, en tout cas, quand on regarde la production que tu as, donc ce que je disais, dans un premier temps, peut-être, tu étais plutôt, toi, à l'écriture des histoires, puis on a commencé à écrire des histoires pour toi, puis donc des adaptations. Il y a des auteurs que tu pourrais pas adapter? Alors, bon, Moby Dick, le livre en tant que tel, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses où tu dis, non, ça, c'est pas possible, je serais pas capable de faire ça en bande dessinée, en tout cas? Oh oui, il y en a sûrement, mais là, brutalement, tu me poses cette question. Bon, Qu'est-ce que... J'en sais rien. Non, je pourrais parler de celui que je rêve d'adapter depuis longtemps, mais qui est un peu un truc... Je rêve d'adapter Sebald. d'accord. Les anneaux de Saturne en particulier, mais Okay. Ça, c'est un truc que je vais en vendre 500 hein, si je fais ça. Mais d'abord, il faut trouver l'éditeur. J'adore déjà. ce livre. Enfin bon, et je pense que la bande dessinée s'y prêterait. Mais c'est une réflexion, là, ces balades sur les côtes écossaises,
ou irlandais, je ne sais même plus, ça fait longtemps que j'ai eu. Bon, ça, c'est vers là-bas. C'est vers là-bas. Et qui a une réflexion. Lui-même met des photos et des dessins dans ses bouquins. Et une réflexion sur le temps qui passe, sur la vie, sur la durée longue et puis les choses éphémères. Et je trouve qu'une promenade comme ça, dérisoire, inutile et poétique sur les falaises d'Irlande, ce serait magnifique en bande dessinée. Cela dit, des choses très contemplatives, ça existe aussi. Ouais, L'homme qui marche de Taniguchi, par exemple, il doit y avoir 4 lignes de dialogue, et ça fonctionne super bien. Mais parce que se sont succédés les collaborations qui m'intéressaient, auxquelles j'ai pas su dire non, dont celle pour l'argent aussi. Je pense à Jacques. C'est important. Voilà. C'est important. Et voilà, mais j'y arriverai peut-être à un moment donné à faire. Et pour le coup, alors là aussi, je vais mettre des guillemets à ce que je dis. Est-ce qu'il y a une certaine facilité pour le coup à recevoir une histoire qui est déjà écrite, sur laquelle toi tu vas travailler bien évidemment, plutôt que de créer toi-même ta propre histoire? C'est sûr que là, il y a tout de suite de la matière. On dit oui, on dit non. Ça déclenche des envies. Ça dépend avec qui ça vient. Ça dépend du contexte. Donc, effectivement, on peut démarrer vite là-dessus. Alors que ça me démange, alors que je faisais mes bouquins seul avant, ça me démange depuis 10 ans d'en refaire seul, mais je m'empêche d'y penser. Pourquoi ? Parce que tout le reste, ce que j'ai à faire là, va devenir insupportable. Il faut d'abord que je m'en débarrasse, et puis après, Mais sauf que si je le fais seul, ça veut dire pendant 2 mois, 3 mois, être dans une phase d'écriture, de réflexion. Et je ne suis pas intermittent du spectacle. On sait bien. Ouais, voilà. Donc, bon. Des questions ? Oui ? Et est-ce que justement, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez à l'état actuel de votre carrière où vous êtes, enfin, vos rapports avec les éditeurs, justement, vous sentez que voilà, vous avez ce projet d'adaptation Oui, j'ai la chance, je sais qu'on n'est pas des centaines comme ça, j'ai la chance d'avoir un peu le choix maintenant, oui. J'ai une belle reconnaissance professionnelle qui me permet, oui, à l'heure actuelle, d'avoir un peu de choix, de pouvoir dire non. On reçoit, en tant que dessinateur, on reçoit beaucoup de propositions. Parce que des scénaristes qui ont une super idée, ça, il y en a plein. Voilà. Et les scénaristes peuvent faire travailler 10 dessinateurs en même temps. Ça ne pose pas de problème. Sauf que nous, dessinateurs, on met 1 an, 2 ans à faire un album. Bon, un peu plus, l'engagement n'est pas le même. Mais effectivement, j'arrive à avoir le choix. C'est une chance, là. J'ai couru après pendant longtemps. Oui, mais effectivement, c'est aussi une reconnaissance de ton travail depuis de nombreuses années. Mais c'est ce que je disais au début, aussi une particularité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent d'abord dans ton art graphique et aussi dans la manière que tu as de faire les choses. Donc c'est logique aussi, en fait. J'ai accepté, justement, parce que ça représente beaucoup de temps, c'est 1 an à peu près de travail par album. Moi, ça peut se faire qu'à la condition que je sois enthousiaste et convaincu par le projet. Sinon, je sais pas, je vais faire vendeur chez Monoprix, ça m'intéresse pas. Non, mais ce serait insupportable. On y consacre tellement de temps, tellement d'implication, d'énergie, d'envie. Moi, j'arrive à dessiner que si je suis... Enfin, je dis ça en même temps, j'ai fait pendant longtemps, moins maintenant, mais j'ai fait tellement de boulot tout pourri pour la publicité ou pour machin, pour pouvoir manger, quoi. Parce que... c'est important de manger. Ouais, enfin, même si ça a été des pâtes pendant longtemps, mais tous les bouquins que j'ai fait seul m'ont amené à une belle reconnaissance professionnelle, mais je bouffais que des pâtes. Hein, voilà. Mais voilà, c'est des choix aussi. Ça n'a jamais été trop opportuniste, j'espère. Enfin, fait quelques concessions quand même. Quand on te connaît un peu, en tout cas quand on te connaît depuis longtemps, on sait que c'est ce qu'on se disait au début, le voyage, c'est quelque chose d'important. Tu as beaucoup voyagé sur des bateaux, sur une multitude de choses. Tu as encore, peut-être pas le temps, mais la possibilité de voyager encore aujourd'hui ?
Grâce à Bernard Giraudot, je suis passé de terrien à marin, puisque pendant lui avait été bombardé, écrivain de marine, ce qui le faisait beaucoup rire, parce qu'il avait quand même quitté la marine à 19 ans en jetant son uniforme à la mer, son uniforme de quartier-maître première classe. Et là, on le bombarde, écrivain de marine, donc avec le grade honorifique de lieutenant de vaisseau. Donc, on le saluait quand il montait sur les bateaux. Carrément. Voilà. Et grâce à lui, j'ai pu embarquer sur différents navires. Et puis, les officiers changent de bateau. Donc, j'ai pu embarquer pour des grands et beaux voyages. Mais voilà, une fois que c'est fait, on me propose encore régulièrement d'embarquer. Mais je dis, bon, pour raconter quoi? Moi, je ne suis pas payé pour être à bord aussi. Et puis, j'ai fait des bouquins sur... voilà, c'était celui-là en particulier, embarqué, qui raconte un peu toutes ces expériences marines. Et, donc, voilà, moi, il faut que ce soit dans le cadre d'un projet. Bon, il y en a un qui va venir l'été prochain, qui est assez génial. Je vais embarquer sur une nouvelle compagnie là, qui se monte cette année, qui s'appelle Exploris. Et en fait, je vais faire le voyage du Polarlis de Reykjavik en monter les fjords de Norvège. Voilà, et ça va avec un ami grand reporter et documentariste. Et on va faire un livre illustré Pas une là-dessus. bande dessinée, un livre illustré. Non, parce que... Enfin, a priori, non. Parce que, justement, c'est pour raconter quoi. Et puis, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire pour l'instant, mais ça va faire l'objet d'un livre. Il nous reste 2-3 minutes. Une question? Oui. Mais exactement, il faut en profiter. Il n'est pas là tous les jours. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez d'autres adaptations que vous aimez de vos confrères? Je ne sais pas, je pense à Tardy qui a adapté Léo Mallet. Est-ce que vous avez comme ça des références ou des auteurs que vous aimez bien qui ont, d'après vous, hein, voilà, bien adapté une œuvre en BD? Oh là là, j'en connais pas assez, je crois que j'en lis pas assez. Ouais, vous citez Léo Mallet, Tardy, oui, mais ça c'est magnifique. Enfin, Tardy. C'est un peu au-dessus là. Ouais, puis ça s'est étalé, je sais pas, sur 15 ans, il a fait ça au moins, ou 20 Oui, ans. Oui. Ça c'est, oui, parce que justement, il a gardé l'esprit. Voilà, il y a une représentation de Paris et du propos de l'auteur dans le ton, dans le parler, des dialogues, tout ça. C'est une pure réussite. Mais ça, parce que Tardy l'a pris à lui, et puis parce que Tardy, c'est Tardy. Pas rien. Il y a eu aussi une collaboration avec Pénac ou des gens comme ça. Enfin, il a un rapport. Voilà, ces auteurs-là qui ont un rapport intime avec la littérature m'intéressent, oui, parce qu'on sent qu'il y a une vraie préoccupation de la matière littéraire à la base. Après, adaptation, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme ça. De toute façon, quand c'est effectivement Chite et Proust, j'ai même pas essayé de le lire, ça ne m'intéresse pas. Enfin voilà, je les lis pas en fait. Je préfère lire le bouquin, mais bon. Oui. Je sais pas, vous en avez en tête, vous, des adaptations en BD réussies? Ah oui, des Dracula. Bah oui, oui, quand graphiquement ça prend une dimension comme ça magnifique. Ouais, bah oui, ouais, voilà, là il a réussi. Parce que, ouais. Ouais, mais c'est pas une adaptation. Mais il rencontre plein d'auteurs. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie des déclencheurs de l'adolescence. C'est quand on a Corto Maltese, le personnage, moi, qui a fait partie, comme des films ou la littérature, qui m'a donné envie de partir à 20 ans. Quand Corto Maltese croise Conrad dans le désert ou London, ou Saint-Exupéry, ou des personnages comme ça, là, ça me donne envie d'aller lire du Conrad, du Melville ou de Hemingway. C'est ça, là, ça me donne envie. Parce qu'il y a une vraie création littéraire, on peut dire, avec Hugo Pratt, quand même, littéraire et graphique. Et que je me dis, mais pourquoi Corto Maltese croise ce personnage? Et là, moi, au moment de l'adolescence, je vais creuser, je vais chercher les bouquins. Beaucoup plus qu'une adaptation qu'il aurait pu y avoir d'un de leurs romans. Alors justement, je voulais savoir vos créations,
Elle s'en tire à combien d'exemplaires? Est-ce que le roman initial enfin, est vendu en suivant ou pas, ou c'est vraiment autre chose? Ça permet, vous savez, si ça permet de redécouvrir le roman, ou les personnes restent sur la création que vous faites? Peut-être pas. Alors, en fait, il n'y a jamais eu aucune étude en France sur la corrélation entre une adaptation cinématographique, en bande dessinée, etc., et une éventuelle vente de bouquins par derrière. C'est très 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 compliqué. Il y a souvent des remises en vente, ça arrive assez régulièrement. Un film, surtout pour le cinéma. Vous avez un film qui arrive, on va remettre en vente des bouquins, mais alors certes, il y aura forcément des bouquins qui seront vendus, ça c'est indéniable, mais au final, pas forcément tant que ça. En tout cas, c'est ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut dire ou prouver que parce qu'il y a une adaptation, ça va donner envie spontanément, en tout cas à la plupart des gens, de lire le bouquin dont ça a été adapté. Puis en plus, comme c'est une adaptation, souvent, on part d'une matière qui a déjà été lue. C'est-à-dire que le roman est la matière première, chaque lecteur a un petit peu sa propre image dans la tête de ce qu'il a lu, et pour le coup, c'est pas systématique. C'est pas parce qu'il y a eu 300 000 lecteurs qu'il y aura 300 000 acheteurs, bien évidemment, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent prouver une corrélation quelconque. Preuve en est, et qui est bon, je me suis fait une raison, mais qui a été douloureuse pour moi, surtout au moment de la collaboration avec Bernard Giraudot, c'est que moi, qui ai justement un rapport affectif et passionné à la littérature et au rapport avec les écrivains, au moment où sort R97, là, le premier avec Giraudot, on a fait des séances de dédicaces ensemble. Chez Mola d'ailleurs, on est venus ensemble. Alors, est-ce que c'est un défaut de communication des gens ou pas? Giraudot, il posait ses fesses sur une chaise et il avait tout de suite 100 mètres de queue avec essentiellement des femmes, pour le dire ce qu'il est. Bon. De la jeune à la plus âgée. Voilà. Et on dédicaçait ensemble à la même table et les gens arrivaient jusqu'à lui avec son roman sous le bras et j'étais assis à côté avec mes BD et on a eu un mal de chien, on n'a jamais réussi. C'est pas les mêmes lecteurs. On n'a pas réussi à créer le pont. Les gens disaient « Oh, il y a une bande dessinée qui existe. » Bah oui, elle est à côté du roman, sur la table. Le Giraudot qui a marqué sur la couverture de la bande dessinée, c'est Bernard Giraudot, c'est le même. Les gens, il y avait un truc qui coinçait, quoi. C'était compliqué. Ça a tendance à changer, parce que là, on parle d'il y a 15 ans, 20 ans presque. Là, on voit, il y a Musso qui vont faire de plus en plus de collaborations comme ça. Oui, effectivement, il y a Guillaume Musso, effectivement. Oui, ça, avec Miles Simon, quand même. Eh bien oui, Moi, je sais pourquoi il l'a fait, Miles. On le sait tous pourquoi il l'a fait. La bande dessinée, on est dans les 15 000 exemplaires à peu près. Mais son roman, Le Marin à l'encre, il était à 250 000. Voilà, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver ensuite. L'immatriculation du bateau, du porte-hélicoptère. Donc, toute dernière question, non? Bon, alors on va remercier Christian. Ah merci, vous m'avez fait causer de bon matin, hein. C'est pas facile. Hein. Bon matin. Ça va, ouais. Merci. À la suite donc? On ne s'arrête pas. Allez hop.